Tour sur le Facebook live de l'appel pour ce débat bienveillant de la deuxième circonscription du Nord. Merci à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. On va maintenant passer à la question de la caravane panafricaine. Monsieur qui est juste à côté de moi et qui a une question à vous poser. Merci d'abord aux organisateurs de nous donner cette opportunité, puisque nous l'avons cherché nous-mêmes au niveau de la caravane panafricaine. C'est quoi? C'est un ensemble d'associations issues de la société civile, observatrices ou concernées par la vie citoyenne. Et notre démarche, c'était d'interpeller les candidats aux élections présidentielles et aux législatives, et en plus de nous adresser à la population, car la population, on fait beaucoup de choses au nom de la population sans qu'elle le sache. Alors, nous partons de quoi? De constat. Puisque je vais parler de l'Afrique, des pays africains, l'indépendance des pays africains, surtout dans l'espace francophone, est un leurre. Il n'y a pas d'indépendance. Et si les années 60 étaient données comme la date des indépendances, cette soumission encore aux méfaits, il faut avoir le courage de le dire, du colon ou de la colonisation française persiste encore de nos jours. Pourquoi il a été mis un mécanisme de contrôle de ces pays africains qui n'échappe pas à ce qu'on a appelé la France-Afrique? La France-Afrique domine, met sur place les dirigeants de nos pays, et d'où notre première question. Le peuple français n'a rien à gagner avec ces politiques impérialistes qui ruinent, qui détruisent sans vergogne l'Afrique. On a vu les résultats. Si on parlait de l'immigration ou des sans-papiers, vous croyez que, quelqu'un l'a dit ici, ce n'est pas avec plaisir qu'on ose quitter son pays. Bon, je ne donnerai pas mon cas personnel. Ça fait 40 ans que je suis en France. Je suis venu en France simplement pour étudier. Mais si ça allait mieux chez vous, je serais peut-être là-bas. Heureusement pour la France a pu gagner ce que je peux apporter comme savoir. Parce que je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés. Je fais fonctionner l'économie française. Et je rejoins une des préoccupations. En tant que Français, je ne peux pas faire venir mon frère, ma soeur qui est restée au Togo. C'est pour ça que moi je soutiens que nous trouvions une solution pour ce visa des Français d'origine africaine ou étrangère qui ne peuvent pas recevoir dignement leurs parents. Aujourd'hui, dans les médias, il y a ce constat qu'on nous fait partager. Le continent africain est le continent d'avenir. C'est ce qu'on dit. Et il y a des chiffres même à l'appui. On ose même dire le continent africain est un continent d'avenir pour la France. Pourquoi continue-t-on à maintenir cette Afrique dans cet état? Pour que ses fils et filles la fuient pour pouvoir venir mourir dans les mers. Donc, pour nous, c'est autour d'une Afrique digne, debout, que nous voulons
rétablir les relations entre la France et les pays africains. Et pour cela, il nous faut dire à vous tous, aux candidats, à la population, qu'il est temps de mettre fin à la politique néocoloniale de la France-Afrique et qu'il faut oser enfin une politique de coopération respectueuse des intérêts des peuples africains aussi et de la dignité du peuple africain. Alors, ma question, les questions que nous avons déjà posées à différents candidats aux élections présidentielles, c'est le droit du libre choix des dirigeants en Afrique. Bon, ici, ça paraît un peu incompréhensible, mais vous savez que dans tous les pays africains, aujourd'hui, pour les élections, on dit que c'est des pays démocratiques, il y a même certains qui ont pris le nom de pays démocratiques, mais pour les élections, il faut encore que le financement de ces élections vienne de la France, de la Belgique, et tout, et qu'on met des observateurs. Vous vous imaginez en France, qui c'est qu'il y a des observateurs? On met des observateurs pour décompter ce que les gens vont voter. Et ce n'est pas les résultats que donnent ces observateurs que les pays français, belges, valident l'élection de ces... Je suis un peu d'une classe qui ne veut pas rester vulgaire, sinon j'allais dire soutenir encore ces voyous qui sont là. Mais bon, excusez-moi, ne l'enregistrez pas. Bon, ma première question est celle-là. À l'Assemblée, quand vous serez à l'Assemblée, qu'est-ce que vous mettrez comme poids pour que les élections, le choix, ou bien les élections soient libres et transparentes en Afrique? Si ces élections sont libres et transparentes, si les citoyens de ces peuples élisent eux-mêmes leurs dirigeants, soyez-en sûrs que vous n'aurez pas des sans-papiers chez vous ici. Merci, monsieur. Alors, et il y a la question de la monnaie aussi, le CFA qui reste toujours un poids lourd. Tu en connais plus que moi là-dessus, mais le CFA ne doit plus, c'est quand même une monnaie coloniale, une monnaie d'asservissement. Et nous, il y a des campagnes qui se lèvent très fort en Afrique aujourd'hui pour rompre ce CFA. On sait que le CFA nourrit plus de 5 milliards de francs d'euros à la France tous les ans, mais ce n'est pas pour ça que nous allons ne pas réclamer une monnaie commune, autonome pour nos pays. Merci, voilà. Merci à vous. Alors, donc je rappelle la question. Une fois à l'Assemblée nationale, quel poids mettrez-vous pour que les élections africaines soient libres? Et deux questions, une réponse. Quel est votre avis sur le franc CFA? Excusez-moi. Je vais laisser la parole à monsieur Ben. Alors, j'ajouterai à la définition des pays africains, libres et indépendants aussi. C'est le plus important, c'est ce que nous défendons, en tout cas pour la France aussi, c'est une indépendance. Nous défendons aussi la place de l'Afrique dans ce monde, et le droit international qui déclare que chaque peuple a droit au respect, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est le respect de leur liberté, le respect de leur choix, de la conduite de leur politique économique, agricole, industrielle, et j'en passe. Avec l'Afrique, nous avons des liens. Nous avons des liens linguistiques, nous avons des liens familiaux, nous avons des liens économiques. Et nous, à l'UPR, nous défendons l'idée
et l'idée de relations équilibrées, donc forcément la fin de la France-Afrique, où la France imposerait ses choix aux pays africains. Concernant le franc CFA, nous estimons que, comme l'euro, c'est une monnaie plurinationale qui a vocation à disparaître et qui doit disparaître, car elle ne permet pas, comme je le rappelais, une indépendance totale des pays africains et aujourd'hui de la France en Europe. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est le continent d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain, avec une population en pleine croissance, avec une énergie incroyable, avec une éducation grandissante de ces populations, et oublier nos liens, imposer en tout cas des choix au peuple africain, c'est sortir de ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire une voix universelle et respectueuse des intérêts de chacun. Merci à vous. La parole est à M. Bousnad. Alors, je m'excuse d'abord au préalable auprès de tous, puisque ça sera la dernière question à laquelle je participerai. Je suis attendu à Lens, 18h30, donc vous m'excuserez par avance de cette situation. Je vais parler un petit peu plus vite parce que c'est une question quand même extrêmement lourde, prégnante, moi qui me tient à cœur, la question de la relation avec l'Afrique, d'autant que la France a une lourde responsabilité à la fois historique, de par sa présence sur ce terrain des pays africains, mais aussi actuelle. Donc je ne vais pas revenir même à la période d'esclavage qui a ensanglanté l'Afrique, mais qui a aussi privé l'Afrique, beaucoup de pays, de ses forces vitales, qui maintenant sont réparties dans le monde et qui ont fait que beaucoup de pays africains ont eu énormément de mal, suite à ça, à rebondir. La colonisation qui a suivi a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle a épuisé les richesses sans laisser la possibilité à une population d'évoluer et de bénéficier d'un développement. Aujourd'hui, je vois que la France continue un comportement qui est plutôt guerrier dans certains territoires, et utiliser la guerre comme moyen de pression, c'est aussi une stratégie de certaines forces économiques qui veulent maintenir leurs ressources à tout prix. Le Congo, Kinshasa, qui est quand même un des plus riches au monde, a une population la plus pauvre du monde. Donc si on regarde par rapport aux richesses minières. Le Congo, Kinshasa, je reprends ce pays-là, aujourd'hui, de façon la plus discrète, la plus anonyme, les médias ne reprennent jamais ça, subit un génocide de 7 millions de personnes ces 10 dernières années. 7 millions de personnes sont mortes sur ce terrain-là, sans même que l'on puisse faire cas de ces 7 millions d'Africains, de Congolais, dans les journaux en disant « Tiens, il serait temps aujourd'hui qu'on puisse mettre ce drame mondial en avant ». La manière dont la France a agi en Libye, en Mali, en Centrafrique, tous ces territoires de guerre de la France, fait que la France joue et continue une forme d'impérialisme qui est assassin. C'est-à-dire qu'on a des présidents de la République qui, derrière leur fauteuil de cuir, ont les mains ensanglantées par le sang des Africains. Ça, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité que les Africains aussi vivent. La relation de la France avec l'Afrique doit aujourd'hui redevenir à la grandeur de la France, dans un pays qui doit jouer la médiation, qui doit jouer la relation entre les pays, remettre l'Union africaine à sa place. C'est-à-dire que c'est l'Union africaine qui doit jouer la médiation entre les pays africains lorsqu'il y a un problème, et pas la France qui intervient avec son armée. Dès qu'il y a une intervention d'un pays tiers comme la France, automatiquement, là, il n'y a pas de solution. La solution n'existe pas. Il faut que les pays africains règlent leurs problèmes eux-mêmes. Et en termes de démocratie également, je demande personnellement à ce que la France se retire de l'influence néfaste qu'elle a sur les gouvernements africains, qu'elle retire la corruption réciproque entre les Français et les gouvernements africains, de façon à ce que, une fois pour toutes, on laisse les peuples s'autodéterminer, même s'il faut parfois se confronter. Je suis convaincu que les pays qu'on laisse libres savent trouver le chemin finalement de la paix, et savent aussi trouver le chemin d'une relation équilibrée avec la France. Merci, M. Bousnad.
La parole est à vous. Donc la question était de savoir comment l'on pouvait s'assurer que les élections soient libres, démocratiques en Afrique, si j'ai bien compris. Je pense que une des raisons pour lesquelles les dirigeants africains ont une volonté de rester au pouvoir, c'est qu'ils peuvent s'y enrichir assez sérieusement. Et Audrey désire, vu que c'est la réponse à votre question, que faire pendant ces 5 années en tant que législateur, s'attaquer à la question de l'évasion fiscale, qui est au cœur de la corruption que mon voisin de gauche décrivait. Et on sait bien que ces flux entretiennent des pratiques non démocratiques et justifient l'accaparation du pouvoir dans ces pays comme dans d'autres. Le suivant, c'est de permettre à ces pays de se développer. Aujourd'hui, la France fait hélas trop peu. Elle fait 0,37 points de PNB sur l'aide au développement. Donc Audrey, comme d'autres autour de cette table, veulent porter cela à 0,7. Il faut savoir que 85% de l'aide française est destinée à l'Afrique. C'est une volonté aujourd'hui d'aider en priorité cette région du monde, du fait de nos liens historiques. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Il y a un dernier aspect qui est souvent oublié, c'est la question de l'agriculture et de l'accaparation des terres, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest en particulier. Et donc Audrey s'engage à passer des lois pour éviter la spéculation sur la matière première agricole, pour éviter l'accaparation par des grands groupes, tels des fonds de pension, de ces terres, et donc de permettre à ces pays de se développer, et donc, en se développant, de prendre leur destinée en main par les élections. Voilà. Merci à vous. Merci M. Boudistan, Merci M. Boudistan. qui était le candidat de l'Union pour la diversité et la solidarité. On va continuer la réponse aux questions. Si je peux me permettre, avant mon intervention, j'aurais bien aimé entendre ce que Audrey Linkenheld a fait pendant les 5 dernières années au sein de la majorité, puisque vous nous dites tout ce qu'elle va faire, mais malheureusement, après 5 ans, je vous invite à aller au voir sein de sur la son site majorité, web dans lequel il y a la transcription exacte de toute son action. C'est étonnant que tout ce que vous nous dites là n'ait pas encore été mis en place. Moi, j'ai une autre réaction par rapport à cette question de l'évasion fiscale qui entretient la corruption, la France-Afrique. Donc il y a une liste de paradis fiscaux, parmi lesquels les plus importants, en fait, celui de la City de Londres n'est même pas nommé. Il y a eu la réforme Moscovici en 2013, que certainement votre député a validé ou au moins ne s'est pas opposé. La réforme Moscovici permet de continuer à spéculer sur les biens agricoles. Alors je pose la question, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas manifestée en 2013 au moment de la loi Moscovici sur la réforme bancaire pour s'opposer justement à la spéculation sur les biens agricoles? Je n'ai pas aujourd'hui connaissance de son, il faudra, son bilan là-dessus. Je vous invite à aller le voir. C'est une question assez technique. 2017, il faut que le prochain député s'emprègne de cette question de la spéculation sur les biens agricoles, sur les produits financiers dérivés et sur les devises et sur les dettes, et qu'en s'empreignant de cette question-là, nous, citoyens locaux, on aille faire un front pour mener cette bataille au niveau national, pour que, enfin, il n'y ait plus de spéculation sur les produits agricoles comme ce que vous avez décrit. Merci M. Ben. La parole est à M. Christophe Bonnard. Oui, j'avoue que il y a quelques interventions comme ça, on sait tous que Audrey Linkenheld est comptable du bilan de François Hollande. Après, une fois qu'on est ici, on est là pour faire un débat, on n'est pas là pour bienveillant, on est là pour débattre d'idées, on n'est pas là pour faire la guerre, entre guillemets. Merci de le rappeler, monsieur. Ouais, donc, alors, moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de monsieur, et surtout une phrase que j'ai notée, que l'Afrique est l'avenir de la France. Et je trouve ça fondamentalement intéressant, parce qu'on oublie aussi de dire souvent de la francophonie, qu'en 2060 ou 2050, alors je ne sais plus comment les chiffres vous me parlerez, mais il y a à peu près 700 millions de personnes dans le monde qui parleront français. Donc culturellement, alors qu'on parle toujours de l'anglais, du chinois, du mandarin, etc. Non, la vraie langue du futur, c'est tellement le français. Et c'est vrai que l'Afrique est vraiment l'avenir de la France pour plein de choses. Alors plutôt que de donner toujours de l'argent à l'Afrique, pour moi je suis plus dans une vision type Borloo, d'aller électriser, d'aller donner des savoir-faire, de leur donner des savoir-faire, que ce soit pour l'électrisation, plein de choses comme ça, concrètes. Pareil, par longtemps, on a eu une certaine attitude condescendante, leur apprendre l'alphabétisation. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut leur donner les moyens dans l'éducation. Et je crois qu'il y a un grand partenariat avec le Togo, justement. Je sais que ça se fait avec le Paraguay, le Vietnam, mais je crois qu'au Togo, où des chercheurs de l'ESP, des formateurs, vont former les futurs enseignants dans les pays d'Afrique, et je crois le Togo, pour justement qu'ils aient la capacité d'enseigner correctement de façon efficace pour développer ces pays. Il faut développer les pays pour que
Il y a un vieux proverbe chinois qui dit que quand quelqu'un a faim, on lui donne pas du poisson, on lui apprend à pêcher. Ben, moi, l'Afrique, pendant 40 ans, 50 ans, la France-Afrique, ça a été justement de donner de l'argent, donner du poisson. Donc, il faut leur apprendre, et ils en sont largement capables. Ils nous l'ont montré depuis de nombreux siècles. Donc voilà simplement ce que j'avais à dire là-dessus. Monsieur Belz. Alors, comment redonner son indépendance, sa souveraineté à l'Afrique, hein, j'ai expliqué la question des paradis fiscaux à l'instant. C'était pas malveillant. Je m'excuse, pas pris pour moi. Et il y a une question essentielle, évidemment, celui qui bat monnaie contrôle le pays. Alors, donc la question de l'occupation financière pour l'Afrique, elle est évidente. Le franc CFA est un instrument de contrôle pour la France sur l'Afrique. De même que l'Europe, les Français, les Européens, ne sont même pas indépendants parce que c'est un mécanisme qui fait que ce sont les banques privées en fait qui détiennent le pouvoir monétaire sur les pays européens. Voilà. Donc ça c'est la question de l'occupation financière. Maintenant ce qu'il faut bien voir, et j'avais insisté là-dessus lors de la caravane panafricaine pendant la présidentielle, c'est que au-delà de cette question monétaire, il y a une question idéologique qui est développée depuis les années 70 aux États-Unis. Donc la politique de la France étant très proche, la politique étrangère de la France étant très proche de celle des Américains, on y a forcément des comparaisons à faire. C'est la question du rapport NSSM 200, le rapport National Security Memorandum d'Henry Kissinger, et qui dit que pour éviter la fin de l'hégémonie américaine, il faut empêcher qu'il y ait un développement démographique et technologique pour les pays africains. Donc l'idéologie, en fait, c'est d'empêcher le développement démographique, empêcher qu'il y ait trop de reproduction, et que ces gens-là puissent vivre dans des bonnes conditions, qu'il y ait un niveau technologique qui puisse, à terme, mettre en cause l'hégémonie américaine. Ça, c'est très grave. Il y a plein de questions autour de ça qui s'y rapportent. On pourra en discuter, mais je ne vais pas rentrer dans des polémiques trop fortes tout de suite. Voilà. Donc pour dire un peu la vision que j'ai de l'Afrique, c'est la grande politique de développement que défendent les Chinois aujourd'hui, notamment l'entreprise Power China. Alors, bien sûr, je sais bien que c'est pas parfait, mais depuis les années 1984, il y avait un projet, le projet du lac Tchad, qui consistait à creuser un canal de 2400 km de long depuis Kinshasa, le Congo, la République démocratique du Congo, pour ramener de l'eau depuis le lac Tchad, depuis l'Ubangui, excusez-moi, vers le lac Tchad en passant par le fleuve Chari. Ce projet aura pour impact de faire du lac Tchad un poumon d'oxygène, un poumon vert pour le développement de l'Afrique. Agricole, l'élevage, le développement de l'humain et le commerce intra-africain. Ce qui va de pair avec le développement des voies ferroviaires. Aujourd'hui, les voies ferroviaires africaines vont des mines jusqu'au port, pour le pillage. C'est le modèle colonial. Ce qu'il faut, c'est... Si vous voulez. Comment ? Le modèle Bolloré. Le modèle Bolloré, ouais, et Martin Bouygues. Merci d'ailleurs pour le débat de TF1, on se souvient de toi. Le modèle inverse, c'est le modèle de la nouvelle route de la soie qui est aujourd'hui défendu par les Chinois. Encore une fois, c'est pas parfait, mais il y a un modèle de développement. Et la France, pour permettre à l'Afrique de bénéficier de ce développement, la France doit libérer l'Afrique de l'occupation financière en mettant fin au franc CFA et doit se joindre à la dynamique des BRICS, notamment par le biais de la Banque de développement internationale qu'ont créé les BRICS, la BA2I, la Banque d'investissement eurasiatique en infrastructure. Voilà donc pour dire l'Afrique, c'est des grands projets. Simplement pour clarifier votre propos, parce que je crois qu'autour de cette table, il y a un moment, une ou deux personnes qui ont tiqué un peu. Vous êtes opposé à la politique américaine qui consiste à limiter la croissance démographique de l'Afrique. Oui. C'est ça, d'accord. Enfin, en tout cas, la politique voulue par Henry Kissinger. D'accord. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui est reprise sous d'autres formes, mais beaucoup plus pernicieuses. Jules, c'est à vous. Ouais, il y a un truc qui me fait tiquer dans quasiment toutes les interventions d'avant, c'est qu'on a parlé beaucoup de développement de l'Afrique, d'aller faire ceci, là-bas, mais quand on dit co-développement, coopération, c'est-à-dire que nous on a gagné autant que ce grand continent. Donc les coopérations, c'est établir des moyens de partager les savoirs, par exemple. Les coopérations universitaires. Bon, ça veut dire d'une part, il y a la France qui peut partager son savoir, mais faut pas non plus oublier qu'on a beaucoup à apprendre et que la francophonie, tout ce qu'on a en commun avec l'Afrique, c'est une richesse. Et donc, encore une fois, ces cadres de coopération et de co-développement, c'est pas de la charité, mais c'est quelque chose qui doit nous servir à nous et qui doit
simplement participer justement à à construire notre modèle social, économique, etc. Culturel même. Bon, bien sûr, je reviens pas sur la souveraineté des peuples, l'indépendance des États africains qui est essentielle, nécessaire. Concrètement, un député de la France Insoumise, quand il sera à l'Assemblée, il sera avec plein d'autres députés de la France Insoumise. Il sera dans un groupe parlementaire et il fera en sorte qu'il se bataillera sur chacune des lois qui remettraient tout ça en cause. Notamment, par exemple, on en a parlé un peu, il y a des interventions militaires. Et c'est pas compliqué, notre intervention, elle doit se démilitariser. Si intervention il doit y avoir, elle se fait dans le cadre de l'ONU. Si intervention il doit y avoir, elle se fait avec des cadres justement de coopération cette fois-ci des États des États africains. Et surtout, elle se fait pas de manière militaire, mais plutôt justement pour faire en sorte que ça puisse bénéficier à tout le monde et de continuer et de mettre ces cadres de coopération sur le terrain même. Je voudrais juste au passage quand même, il y a pas très longtemps, ça a été voté l'intervention au Mali à l'Assemblée nationale. Et encore une fois, notre députée sur Villeneuve d'Ascq, Madame Audrey Linkenheld, elle a voté pour. Tout à l'heure, vous parliez du fait des difficultés de rapatriement, des difficultés de liens familiaux, etc. Et ça, c'est tout ce qu'on a dit aussi quand on parlait d'immigration. Il y a des facilités. Il faut qu'on facilite le fait de pouvoir bénéficier de la nationalité, le fait de pouvoir simplement de pas avoir peur de perdre son visa si on se retourne au pays, quoi. Ce genre de trucs qui sont normalement bien très très simples. Et pareil, au niveau de sauvetage et les galères en Méditerranée et aux frontières de l'Europe, pas oublier que c'est aussi notre rôle de faire en sorte qu'il y ait personne qui meurt en essayant d'atteindre la France. Dernière chose, le franc CFA, c'est un truc qui a été fait pour maintenir l'Afrique sous domination. Il est évident que c'est quelque chose qui doit être, la monnaie doit appartenir à chacun des pays. Nous, on est pour la souveraineté des peuples. Il faut que chaque pays puisse avoir un moment où il aura les moyens de décider de sa politique monétaire. Pour répondre brièvement à la question d'intervention au Mali, il faut rappeler que la guerre y était et qu'on ne l'a pas amenée, que cette action militaire, qui a certainement été discutée au Parlement, vu que derrière les crédits doivent être autorisés, aujourd'hui est poursuivie par une mission de l'ONU qui continue au Mali à stabiliser la situation. Pour ce qui est de la réponse militaire uniquement, tu devrais savoir qu'aujourd'hui il n'y a plus d'action militaire sèche, ou très peu, en tout cas pas par ce gouvernement. Et donc sur l'opération Serval qui s'est terminée a été poursuivie par l'opération Barkhane, qui vise, dans un cadre de coopération de 5 pays de la bande sahélo-saharienne, à stabiliser la situation, pas uniquement par des actions militaires qui sont ponctuellement effectuées, mais aussi par des actions de développement, de reconstruction d'infrastructures, etc. Donc aujourd'hui, on est sur un engagement de 10 ans de l'armée française dans ces pays, à la demande du président malien, en l'occurrence. Alors, je ne connais pas la situation de légitimité démocratique de ce président, mais n'en demeure, c'était pas de nulle part cette intervention, et que donc on développe un modèle qui n'est pas juste militaire. À titre personnel, je pense qu'il faudrait encore moins faire de militaire, mais sache que pour l'activité législative de Audrey, ça s'est inséré dans ce cadre d'une autorisation, d'un développement par ailleurs, d'une stabilisation, de l'implication des parties prenantes africaines, et que donc on est très loin d'une guerre d'invasion qu'elle aurait votée au Parlement. Si je dois traduire, vous maintenez donc votre soutien à l'intervention militaire au Mali et l'ensemble de ses formes. Moi personnellement, ou Audrey, tu regarderas son... Excusez-moi, mais il n'y aurait pas eu à faire d'intervention militaire au Mali si on n'avait pas donné des armes aux rebelles qui voulaient renverser Kadhafi. Voilà. Après, pour ce qui est de l'intégration... Kadhafi... Oui, mais c'est la même chose. Il faut quand même mettre les choses dans le contexte. Même contexte. Et puis même c'est quand même le contexte. Voilà, le contexte, c'est que on a renversé Kadhafi, on a donné des armes à des rebelles qui sont des djihadistes. Messieurs, et qu'après, si vous voulez continuer à débattre sur la question, il va falloir s'écouter un minimum. D'accord. Je vous laisse continuer, mais voilà. Écoutez-vous au moins. Donc, tout simplement qu'on a renversé Kadhafi, que c'était un facteur, peut-être un dictateur, mais au moins un facteur de stabilité. Je pense au même titre que Saddam Hussein ou Bachar al-Assad.
Aujourd'hui, à force de jouer avec le feu, ben, on a créé Daesh. La France est responsable de ça, ou Daesh ou AQMI. Hein. Pour ce qui est d'intervenir au Mali, je pense qu'il faudrait mobiliser le génie militaire civil, comme on propose pour le faire pour le lac Tchad. Il y a des forces en présence, vous le disiez, monsieur, des forces en présence, bah, c'est notamment cette nouvelle route de la soie. Donc il faut s'intégrer à ces forces en présence. Et pour ce qui est du Mali, précisément pour ce qui est du Mali, remettre en eau le système des 5 lacs de Fagibine. Voilà. La route de la soie va de la Chine à l'Europe, hein, pour le rappeler. Non, bien au-delà. Elle passe par le Moyen-Orient. Ce n'est pas juste un projet, c'est pas juste une ligne, c'est un grand projet de développement. Merci messieurs. Alors, rappelons avant de passer à la dernière question de Révolte-toi qui sera posée par Valentin, que la France Insoumise, le Parti Socialiste, Solidarité et Progrès, l'Union Populaire Républicaine, l'Union pour la Diversité et la Solidarité, le Parti Animaliste et les Républicains UDI ont répondu présent à ce débat pour le premier tour des législatives dans la 2e circonscription du Nord. Merci à vous, messieurs et madame qui étaient là avant vous. Madame Beraba avait répondu présente, elle n'a pas pu venir finalement. Pour les autres, nous sommes déçus de leur absence de réponse. Mais voilà, merci à vous d'être présents à ce débat. On va passer à la dernière question. Juste avant de passer à la dernière question, est-ce que je peux une petite précision sur... on a parlé du contrôle des mouvements de capitaux, sur sa remise en cause. Je tiens à rappeler encore une fois que les mouvements de capitaux, leur restriction est interdite par le droit de l'Union européenne. Donc, les remettre en cause les conséquences, c'est bien, mais il faut s'attaquer aux causes. Et la cause de l'impossibilité de contrôler les mouvements de capitaux, c'est le fait de notre appartenance, encore une fois, à l'Union européenne et notre appartenance à un système monétaire qui n'est pas indépendant. Donc c'est pour cela que l'Union populaire républicaine appelle les Français à se rassembler autour de l'idée de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour éviter, encore une fois aussi, la déstabilisation de pays et d'un continent entier. Merci à vous, monsieur Benel. La dernière question est donc posée par l'association Révolte-toi. Ce sera monsieur Benelal qui commencera à répondre. Alors sur la question de la sécurité liée au terrorisme, de quelle manière porterez-vous votre voix à l'Assemblée nationale en tant que député? Alors, donc concernant le terrorisme, 2 points. Je pense que c'est sur deux aspects qu'il faut lutter contre le terrorisme. Premièrement, je me répète, notre appartenance à l'OTAN fait que nous allons, dans des guerres illégales et illégitimes, déstabiliser des pays tels que la Syrie, tels que la Libye, tels que la Yougoslavie ou encore l'Ukraine, ou encore le Mali. Toutes ces interventions font que la France perd de sa vocation universelle et de paix, qui est défendre la paix dans le monde. Elle perd aussi cette image et d'un point de vue de sécurité intérieure. Oui, c'est lié en fait. Le terrorisme aussi est fait de la déstabilisation des pays. Et en parallèle aussi, le terrorisme se nourrit de la misère sociale, de la misère économique, du manque d'éducation, sachant que la plupart des gens les terroristes, sont... Comment dire? Excusez-moi. Le terrorisme se nourrit justement de cette misère sociale et économique. Et cette misère sociale et économique est due à la fuite de nos entreprises, à la fuite de nos industries, à la destruction de notre pays, par, encore une fois, le fait d'être notre appartenance à l'Union européenne qui permet cela et qui nous empêche de nous protéger et de continuer à permettre aux employés de garder leur emploi et justement d'éviter ce genre de drame, éviter le drame. La déstabilisation des services de sécurité aussi, voulue par le gouvernement précédent, le service de renseignement, donc extérieur et intérieur. Là aussi la question de nos alliés
au Moyen-Orient, car lorsqu'on parle de terrorisme, c'est aussi, il faut se poser la question de qui finance Daesh, qui finance AQMI, si ce n'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont nos alliés, à qui on donne même la Légion d'honneur à ces gens-là. Donc il faut se poser aussi les bonnes questions, c'est aussi nos alliances, et encore une fois aussi de la coopération avec les pays concernés. Merci, Monsieur Benelal. Monsieur Vlandas. Donc sur le quinquennat précédent, évidemment, Audrey a été amenée à s'exprimer sur ces questions-là. Je laisse à chacun regarder ce qu'elle a voté. Le résumé est qu'elle a suivi le gouvernement sur son action face aux attaques que la France a subies. Donc elle a voté pour la loi pour le renseignement qui visait à renforcer les moyens et les moyens financiers et légaux pour le renseignement, donc avec des moyens supplémentaires pour la DCRI. Elle a également voté l'état d'urgence et sa prolongation. C'était une question qu'elle a admis elle-même était difficile, parce qu'à un moment, on sait bien que l'état d'urgence perd en efficacité, c'est ce que les services de sécurité avaient dit. Ceci étant dit, la volonté politique a été que cela continue, et elle a voté en solidarité avec le gouvernement sur cette question. Plus généralement, sur la question du terrorisme, il y a une question de s'interroger sur les sources, parce que beaucoup de Français ont été impliqués dans ces attaques. Il y a une réponse qui est au niveau européen, avec plus de collaboration. Je suis en désaccord donc avec certains des candidats ici. Et puis pour finir, force est de constater qu'une partie de ce terrorisme vient des régions déstabilisées du Moyen-Orient. Et elle a soutenu également les interventions, comme l'intervention Chamal en cours, contre l'État islamique en Irak du Nord et en Syrie. Et donc elle a dans sa totalité, que ce soit sur le front intérieur ou extérieur, visé à apporter des réponses à ce problème. Voilà. Merci à vous. Oui, alors, je vais d'abord revenir sur quelques petits propos qui me choquent quand même. Quand on dit que la France est responsable de l'existence de Daesh, ça me paraît être un résumé un petit peu court et quand même très dogmatique de la situation. Bon, c'est une première chose. Alors, 2 minutes. Faire court, oui, mais justement, plutôt que de rentrer dans la légèreté. Alors, quoi faire contre le terrorisme? Évidemment, il faut augmenter notre capacité de renseignement, le moderniser. Donc, il faut augmenter le pourcentage du PIB, passer à 2% du PIB de l'armée et de renseignement. Alors, on peut toujours dire 3 à 4%, mais évidemment, après, il faut être raisonnable, parce que pour les 100%, il faut qu'ils se répartissent. Si on dit 3% pour l'un, il faut enlever à quelqu'un. 2%, alors qu'on est à 1,6, ça nous paraîtrait déjà très bien. Et gagner en efficacité, ça me paraîtrait aussi très très bien. Alors surtout que quand j'entends qu'on veut sortir de l'OTAN, qu'on veut sortir de choses, on n'a pas les moyens techniques de faire quoi que ce soit tout seul. Actuellement, même on ne peut pas projeter nos forces armées sans le soutien de certains autres pays, comme les Américains ou le renseignement. Donc si on sort de l'OTAN, si on sort de l'Europe, on ne sait rien faire. Donc le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme, évidemment, il faut un meilleur renseignement à l'intérieur, mais une meilleure coopération à l'extérieur. Ça me paraît évident. Évidemment, interdire toute personne étrangère qui aurait des propos salafistes ou qui serait à la mouvance terroriste en France, les expulser, et peut-être avoir un suivi des fichiers S un peu plus pragmatique, un peu moins dogmatique, après à voir comment faire. Mais croire, comme certains aussi, de dire des propos à la bisounours j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait arrêter les guerres. Oui, moi aussi je peux arrêter les guerres, arrêter la pollution, arrêter le chômage, mais c'est pas concret. Il faut être concret, mon maître. Merci. Merci à vous, M. Bels. Concrètement, juste une petite parenthèse sur cette politique internationale dont vous évoquez. Quand on dit que Daesh a été créé par l'OTAN ou l'Occident, je pense qu'il faut regarder en fait sur le temps long. Dans les années 70, pour contrer l'URSS, les Américains avaient soutenu les talibans. Et ça a donné, c'est comme ça que Ben Laden a notamment été un agent de la CIA. Donc c'est reconnu, hein, je ne tiens pas le scoop de l'année. Donc on a un des exemples d'une des manières par laquelle en fait on a créé un monstre sans le vouloir, et finalement on en a créé des milliers en renversant des dictateurs peut-être, mais des gens qui étaient facteurs de stabilité en Proche et Moyen-Orient. Pour ce qui est de la sécurité intérieure, tout d'abord, il faut recruter plus de 10 000 policiers, c'est-à-dire aller remettre en cause la loi RGPP de Nicolas Sarkozy, qui a mis fin notamment au renseignement de proximité, le flic de quartier.
il faut qu'il y ait un vrai service de proximité dans la police qui soit aux aguets, qui puisse rencontrer les populations, qui soit dans le maillon social des quartiers pour pouvoir repérer des risques éventuels. Il faut également aussi faire de la prévention en prison, parce que la prison est un centre de radicalisation aujourd'hui. Donc je pense que c'est des éléments importants. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur la politique étrangère de la France pour mettre fin au terrorisme. On verra s'il y a une question là-dessus après. Merci, monsieur Belz. Juste à vous. Est-ce que vous pouvez répéter la question précisément? Bien sûr. C'était une question sur la sécurité intérieure liée au terrorisme. Ok. Quelle est votre position? Il y a un truc qui est super important et je suis assez content que personne ne soit tombé dans ce piège ici, ce qui est salvateur. Faut refuser la logique du choc des civilisations, quoi. On n'est pas en guerre contre une civilisation, contre une catégorie de la population mondiale. La première chose, encore une fois, pour combattre le terrorisme, ça va être de combattre les causes du terrorisme. Et donc, encore une fois, et je pense que là on est plusieurs à se rejoindre là-dessus, aller avoir une politique extérieure qui soit efficace et qui soit non plus dans les bombardements, dans les financements des usines, de toute l'industrie de l'armement, etc. Il y a quand même un autre élément, c'est que finalement les terroristes qui viennent en France, ce sont la plupart du temps des Français. Et donc si on veut agir sur les causes du terrorisme en France, c'est aussi en France qu'il faut agir. Et donc là, il est temps de reparler de République, reparler d'éducation, d'implication citoyenne. C'est toutes ces choses-là qui peuvent faire en sorte qu'on puisse s'en sortir tous ensemble en créant un espace de vie commune en France qui soit propice à un cadre apaisé, quoi. C'est pas avec des prolongements de l'état d'urgence, des prolongements de lois sécuritaires, c'est pas des lois qui sont sécuritaires mais surtout intrusives dans nos vies, qui réduisent nos libertés, qui vont arranger les choses. Au contraire, nous on est persuadés que c'est ça qui contribue à aggraver les choses, parce que la France elle se pose en punisseuse et en suspicieuse de toute une partie de la population. L'état d'urgence, ça crée des frustrations. L'état d'urgence, ça crée en partie un cadre en tout cas plus propice au terrorisme. Donc oui, bien sûr, sortir de l'OTAN, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul. On peut sortir de l'OTAN et avoir une politique extérieure qui soit efficace. Il y a toutes sortes de cadres à réinventer, ou même préexistants. La politique extérieure, ça suffit. Et oui, on peut avoir une politique avec l'ONU ou avec d'autres cadres. Et dernière chose, en fait, plus que des lois liberticides, c'est donner des moyens aussi. Si on veut avoir une sécurité intérieure qui soit efficace, des moyens technologiques, des moyens aussi pour faire en sorte que le flic du quartier, du coin et le militaire, il n'est pas 60 heures par semaine payé 35, quoi. Merci Jules. Voilà. Et dernière chose quand même, il y a aussi, très rapidement, il y a effectivement des choses en France qui financent le terrorisme, que ce soit des entreprises comme Lafarge et que ce soit des gens qui font de l'évasion fiscale. Dans ce cas-là, tout simplement des chances de droit civique pour ceux qui financent le terrorisme et réquisition des entreprises qui le font. Merci à toi. Merci à vous tous pour vos réponses au cours de ce débat. Nous avons donc fini avec la dernière question, le dernier thème. On vous laisse, on y reviendra peut-être après, monsieur, on vous laisse simplement 1 minute de carte blanche à chacun pour développer le thème que vous souhaitez développer et un thème, c'est possible, que nous n'avons pas encore abordé. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Allez. Je trouve qu'on vit un moment un peu spécial de la République aujourd'hui. On a bien tous en tête la séquence présidentielle et le résultat de celle-ci. Je pense que plus que jamais, on a besoin à l'Assemblée nationale de députés auxquels on peut faire confiance sur une série de valeurs
qui travaillent vraiment, qui ne profitent pas de leur statut pour faire autre chose, qui sont pleinement en train de se consacrer, et c'est là où je suis en désaccord pour le cumul, se consacrent uniquement à la tâche de représenter la nation pour faire les meilleures lois possibles, dans un esprit qui combine en même temps une vigilance particulière sur certains fondamentaux et en même temps ne pas être dans une opposition systématique de spectacle qui serait délétère au bout de ces 5 ans à la France. Et moi, à titre personnel, je pense que c'est ce que propose Audrey et son suppléant Didier lorsqu'il cherche à être élu sur cette deuxième circonscription, réélu, c'est cette capacité à être dans l'opposition constructive pour que l'on puisse avancer quand l'on peut sur l'écologie, sur l'Europe, sur d'autres thèmes sur lesquels on peut construire des lois qui bénéficient au plus grand nombre et en même temps résister lorsqu'on propose de détricoter le droit du travail ou de faire porter une charge toujours accrue aux plus faibles. Donc voilà ma conclusion. Merci à vous. La parole est à M. Bonnard. Moi, je vais essayer d'être un peu plus concret. Je vais présenter quand même qu'on a fait avec Florence Barizot une action citoyenne pour justement bien montrer notre volonté de faire la politique autrement, un peu plus moderne, même si maintenant c'est un terme un peu galvaudé actuellement. On a fait un parlement citoyen il y a quelques semaines où justement on a demandé une centaine de personnes et c'est eux qui nous ont donné des propositions qui sont dans notre projet maintenant. Et justement, par exemple, sur l'emploi des jeunes, défiscaliser enfin, des zones franches sociales pour que les jeunes qui viennent de quartiers, dirons-nous, un peu difficiles, puissent mieux s'intégrer dans le marché du travail. Défiscaliser totalement les embauches dans les contrats d'apprentissage, parce qu'on parle, ça fait 20 ans que je suis dans l'éducation nationale, on parle d'apprentissage, mais jamais rien n'a été fait. Donc, genre de choses concrètes qu'on propose, nous, alors je ne vais pas les faire toutes, mais ça me paraît justement, moi je suis en désaccord, c'est bien d'avoir quelque chose de national et quelque chose de local, justement pour aller vers les gens et aller à l'écoute des gens et rester humain. Merci M. Bonnard. Vous avez parlé justement d'un parlement citoyen, c'est ça? Oui. C'est le travail que fait l'Appel et différentes associations tout au long de l'année. Voilà, je vous invite à suivre le travail que font les étudiants de rédaction, de propositions, qui peuvent être très intéressantes, et d'en parler autour de vous. Merci à vous d'avoir abordé ce sujet. Monsieur Benelal, c'est à vous. Si vous êtes prêt, sinon vous pouvez passer la parole. Ouais, je suis prêt, Il n'y a pas de souci. Donc, moi, en tant que député à l'Assemblée nationale, je défendrai les valeurs de la République, les valeurs de la France, les valeurs que mes grands-parents, que mes parents ont défendues. Ces valeurs, ce sont les services publics forts, où il n'y a pas de différence sociale, de différence territoriale. C'est la sécurité sociale pour tous. C'est la hausse du SMIC à 1 300 € net par mois. C'est une plus grande transparence en politique. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettre de donner des outils aux citoyens pour pouvoir redécider. Mais pour cela, il y a un prérequis. Pour cela, il y a une constante qui est que si nous ne sommes pas indépendants, si nous n'avons pas notre souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Et donc le peuple ne peut pas décider. Et moi, en tant que représentant du peuple, j'aurais les poings et les mains liés. C'est pour ça que depuis 10 ans, l'UPR appelle les Français à se rassembler autour de l'idée d'indépendance de la France. Et pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et ensuite, chacun retourne dans sa chaumière et là on pourra redécider de la politique qui sera conduite en France. Merci M. Benelal. M. Belz. Donc je vais rebondir tout de suite pour donner mon soutien à cette triple sortie, euro, OTAN et Union européenne. Nous, à Solidarité Progrès, on a cette distinction qui est que après la sortie de l'UE, parce qu'on pense que l'UE, comme l'UPR, on pense que n'est pas refondable, l'UE n'est pas refondable, donc on pense donc il faut en sortir, mais qu'il faut après repartir sur un nouveau projet qui respecte la souveraineté des nations. Voilà, que après la sortie de l'UE n'est pas une chose en soi, il faut aussi que ça aille de pair avec la réappropriation du pouvoir de créer l'argent et le contrôle sur les banques pour séparer les salles de marché et les banques de crédit dépôt. Ce qui est prévu par l'UPR aussi. Et ben c'est excellent. Ma carte blanche, je vais la jouer sur la culture parce que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder.
Et une proposition, en plus on est à Villeneuve-d'Ascq, c'est la cité scientifique, une proposition du programme de Jacques Cheminade qui me paraît importante, c'est la création, la mise en place d'un palais de la découverte, donc comme à Paris, je ne sais pas si vous connaissez le palais de la découverte à Paris, c'est un espace pour expérimenter la science, donc création d'un palais de la découverte dans chaque département, donner l'égalité d'accès à la culture, quelle qu'elle soit, y compris cette culture scientifique, l'égalité d'accès à tous les citoyens français, voilà. Expérimenter la science plutôt que de l'apprendre théoriquement, bah, c'est être face à des contradictions et c'est forcer son esprit à devoir surmonter des choses comme en physique, vous devez en savoir quelque chose. Dans la physique, l'expérimentation oblige à devoir surmonter des contraintes. Il y a déjà le forum départemental des sciences qui est juste à côté. Hein. Oui, mais il n'est pas assez expérimental et c'est vraiment une bonne chose. Et moi je me réjouis qu'il soit juste à côté, mais je voudrais qu'il soit plus pratique. Il y a le Learning Center qui a été créé, le Learning Center qui vient d'ouvrir. Le Learning Center. Ouais, c'est très très bien. Donc, tu peux aller visiter, c'est il en super. faut un par département et c'est très important pour l'égalité d'accès à la culture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci messieurs. Jules. Yes. Voter pour un député de la France Insoumise, c'est voter d'abord pour un programme. C'est-à-dire qu'on a essayé pendant des mois et des mois de montrer la cohérence de ce qu'on voulait dire, voir qu'on voulait répondre à l'urgence démocratique, montrer que on n'a pas envie d'être gouverné par des gens qui gagnent 15 fois notre salaire et qui détournent de l'argent, qui n'appliquent pas leur programme, qui iront parler à l'Assemblée nationale de l'urgence sociale. Ouais, il faut augmenter les salaires. Il faut augmenter les salaires. Le SMIC a mis 300 €, c'est bien le minimum. Il faut donner une bourse à tous les étudiants. Ouais. Et ensuite, il faut faire en sorte qu'il y ait une répartition des richesses aussi. Parce que si 10% des Français ils détiennent 50% de la richesse en France, c'est pas normal que nous on se retrouve à galérer à côté de gens qui sont aussi riches. C'est des gens qui sauront aussi parler des urgences écologiques, c'est-à-dire que on peut pas s'en sortir tous ensemble dans un pays pollué, dans un pays où le nucléaire il fait la loi, et dans un pays où on extrait du gaz de schiste qui va empoisonner nos enfants et nos parents, quoi. C'est aussi des députés qui défendront la paix. L'urgence elle est internationale, il y a des guerres partout qui commencent, des tensions internationales dégueulasses. C'est à nous on a un rôle à l'international de peser pour faire en sorte que la France elle se pose comme promoteur de la paix. Et juste un dernier truc, c'est les députés, certes ils iront porter ce programme-là, mais pourquoi est-ce qu'ils iront porter? Parce que c'est des gens qui sont pas des politicards. La plupart des Hugo, il a aucun mandat. Anne non plus. C'est des gens qui sont là, qui vont à l'Assemblée pour justement mettre en place ce programme. Et contrairement à des gens qui font de la politique depuis qu'ils sont tout petits, c'est des gens qui ont l'expertise d'un travail dans la société civile. C'est des gens qui ont une expertise de connaître la vraie vie des vrais gens. C'est des gens que vous pouvez croiser en manif, que vous pouvez croiser, avec qui vous pouvez discuter. Et c'est pas des gens qui font les magouilles politiciennes qu'on nous ressort dans tous les partis sans arrêt. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur ma candidate, parce que c'est vrai que je n'avais pas bien pensé qu'il y avait une conclusion. Ouais. Moi, je suis tout à fait en désaccord avec ce genre de propos, parce que je crois au contraire qu'une députée, ou un député, doit avoir à la fois une expérience dans la société civile, ce qui est le cas de ma candidate, vu qu'elle est dans l'entreprise du bâtiment, mais aussi une expérience politique, parce que la plupart des dossiers sont maintenant à différentes strates, la communauté, la MEL, le département, la région. Alors quand on a une candidate comme ça, qui se présente à la députation, qui est présidente d'un groupe à la MEL, de 45 élus, dont le maire de Tourcoing et de Roubaix, qui connaît très bien aussi le président du département, et qui a évidemment la parfaite confiance de Xavier Bertrand, le président de la région, quand on voit les sujets d'apprentissage, c'est des sujets régionaux. Donc quand on est un député et qu'on veut vraiment aider la circonscription, il faut aussi pouvoir savoir être efficace dans les différentes strates politiques. Donc je pense honnêtement, et elle aussi, elle a ce côté société civile, les deux, parfait. Quand on n'a qu'une jambe sur deux, ça marche pas. Quand on a deux jambes, ça marche mieux. Voilà. Il me semble néanmoins que chacune des personnes dans cette salle est tout aussi légitime que n'importe quelle personne qui fait de la politique à devenir députée pour peu qu'elle soit élue sur un programme qui convienne démocratiquement à ceux qui le veulent. Merci messieurs, nous allons finir là-dessus. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui ou non? Tout à l'heure, vous avez parlé d'immigration, de sans-papiers, mais vous avez oublié de parler
de la votation citoyenne des étrangers qui sont installés ici depuis 5, 10, 20 ans. Ils payent leurs impôts et ils les envoient leurs enfants aux écoles de quartier. Ils n'ont même pas le droit de vote au municipal. Alors la question est simple. Désolé, c'est hors timing, mais pour en discuter avec... Oui, est-ce que c'est simple? Oui ou non? Deuxième question, vous avez parlé de tous les problèmes de guerre en Syrie, tout ça. Vous n'avez pas parlé... Monsieur, s'il vous plaît, non, vous avez évoqué. Mais vous n'avez pas parlé de l'origine de ce problème. Vous avez oublié la cause palestinienne. On écoute la cause votre question, palestinienne monsieur. Que je ne comprends pas, des gens qui sont instruits arrivent à comprendre un Bush qui dit que la guerre menée en Irak, c'était pour détruire l'arme destructive. Et il s'avère que c'est un mensonge. Merci, monsieur. Moi, je réponds très clairement. Les candidats vont vous Donc, répondre. vote. Merci. Les candidats vont vous répondre en off. On va juste clôturer le débat. Merci à vous, mais ils vont vous répondre. Voilà. Je vous remercie d'avoir posé votre question. Excusez-moi, je vous coupe. Non, c'est pas grave. Donc, merci Vous à allez tous. être très bref. Hein. Merci. On le sait. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir regardés sur Facebook. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'appel vous réserve de belles choses pour les prochaines. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci à tous d'être venus. Peut-être rappeler qui était autour de la table. Alors il y avait Monsieur Élise Benenal pour l'Union populaire républicaine, Monsieur Alexis Vlandas pour le Parti socialiste, Jules qui est étudiant et qui représente le candidat de la France insoumise, qui est Monsieur Hugo Bernalicis. Voilà, Arnaud Bels pour Solidarité et Progrès, Virginie Chauchois qui était là pour le Parti animaliste, Christophe Bonnard qui représente Florence Barisot pour les Républicains et l'UDI, et M. Mohamed Bousnel qui est parti et qui représentait l'Union pour la diversité et la solidarité. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.